Voici comment commence un spectacle de Gérard Miller. Il commence comme ça, dans le hall, en accueillant le public. Comment vous allez? Bon. C'est quoi cette... C'est un site de sortie. C'était samedi soir à l'espace culturel, une entrée en matière qui en a surpris plus d'un, mais qui finalement résume plutôt bien la physionomie de la soirée, convivialité, simplicité et proximité. Gérard Miller, bien connu des plateaux de télévision et de la bande de Ruquier, est venu présenter son premier et dernier spectacle intitulé « Manipulation, mode d'emploi ». Mais avant de monter sur scène, il nous a accordé une interview que l'on vous propose de suivre avec sans trop de coupures, chose que reproche l'humoriste à cette télévision formatée et abétisante. Alors Gérard Miller, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview sur Rumba Télévision. Vous allez bien tout d'abord? Et plutôt pas mal. Je suis à la veille de partir en vacances, donc tout se passe bien. Encore une date ici à Rumba, demain à Nancy et ensuite vacances. D'accord. Alors ce soir, j'ai en face de moi Gérard Miller, l'humoriste. On connaît aussi Gérard Miller, le psychanalyste, le professeur, le chroniqueur télévision et radio. Dans quelle peau vous vous sentez le mieux? Je n'ai pas de doute sur mon identité. Je suis fondamentalement professeur et psychanalyste, puisque j'ai été formé pour être enseignant, j'ai fait ce qu'il fallait pour devenir psychanalyste. Les autres activités, je les fais avec sérieux, avec parfois même passion, mais sont quand même des activités qu'on appellera secondaires. Maintenant, si je fais toutes ces activités secondaires, et notamment de monter sur scène, c'est certainement parce que je m'y amuse le plus souvent, sinon j'en partirais. Donc la peau de comédien me convient bien. Alors justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de monter sur scène? Est-ce que c'est le fait d'écrire pour les autres qui vous a donné envie d'écrire pour vous? Pas du tout, pas du tout. Le fait d'avoir écrit en effet pour Bedos ou pour Jolivet ou pour d'autres humoristes, ça ne m'avait pas du tout donné l'envie de monter sur scène. Et la première fois où je suis monté sur scène à la demande de Laurent Ruquier, parce qu'il n'arrivait pas à trouver des comédiens pour jouer sa première pièce, je dois dire, alors que le succès était au rendez-vous, que je me suis ennuyé au bout d'une dizaine de jours, ce qui est terrible à dire parce que c'était une troupe formidable, on s'était beaucoup amusé, j'avais appris plein de choses, un très beau théâtre, celui des Variétés, qui à l'époque était dirigé par les frères Belmondo, 800, 900, 1000 personnes tous les soirs, un truc incroyable. Au bout de 10 jours, on avait beau m'expliquer que tous les soirs c'était différent, je me suis ennuyé et je me suis dit, voilà, j'ai fait l'expérience, je ne continuerai pas. Et puis, le temps passant, j'avais écrit ce texte sur la manipulation, ça me tenait à cœur, je m'apercevais aussi que les espaces de liberté étaient de plus en plus restreints à la télévision ou à la radio, et donc je suis monté sur scène certainement parce que c'était mon propre texte. Alors c'est quoi le plus dur, de se retrouver avec un patient en consultation ou devant un public? Ça n'a strictement rien à voir du point de vue même de la difficulté. Je suis certainement un peu fatigué quand je sors de scène. Je suis beaucoup plus sous le poids de ce qui s'est passé lorsque je sors de mes consultations. Donc c'est la scène, en tout cas telle que je la pratique, c'est-à-dire sans être trop angoissé, la scène c'est quand même plus léger que les activités psy. Alors on va parler de votre spectacle, donc il s'intitule Manipulation, mode d'emploi, avec un sous-titre, donc Les grands hypnotiseurs de Franz Anton Mesmer à Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy, je connais un peu quand même, mais Mesmer un peu moins. C'était qui? Mesmer, vous connaissez moins, et pourtant il a fasciné l'Europe tout entière, peut-être autant sinon plus que Nicolas Sarkozy, à la fin, juste avant la Révolution française et un petit peu encore après. C'était un médecin viennois qui est en quelque sorte le père de l'hypnose. L'hypnose, vous savez, ça n'apparaît qu'au 19e siècle. À l'époque, on parlait de magnétisme. C'est un type qui pensait avoir compris comment réussir à guérir tout le monde, ou en tout cas à permettre à tout le monde d'aller bien. Et on dit d'ailleurs qu'il était même le magnétiseur de la reine Marie-Antoinette. C'est un type tout à fait quelconque au départ, mais qui a réussi à manipuler des foules entières. Et lorsqu'on étudie, comme j'ai pu le faire avant même le spectacle, l'histoire de l'hypnose, de la manipulation magnétique, on s'aperçoit que c'est un des personnages clés que ce Mesmer, dont le nom ressemble à celui d'un ancien Premier ministre du général de Gaulle, mais même ce Premier ministre, on l'a oublié. Donc manifestement, les Mesmer sont voués à l'oubli. Nicolas Sarkozy, on connaît un peu mieux. Oui, on connaît un peu mieux. Je l'ai mis dans la liste des grands manipulateurs, ce qui est certainement un hommage. Je considère
prendre sa rivale de la dernière élection présidentielle que Ségolène Royal, pour qui j'ai voté, est aussi une grande manipulatrice. Donc je m'amuse dans ce spectacle à parler de la manipulation politique, bien évidemment, mais pas seulement. La manipulation amoureuse, la manipulation dans le monde du travail, la manipulation avec les enfants, avec tous ceux finalement sur qui on veut exercer une sorte de pression. D'ailleurs, je pense que vous êtes sensible au fait que depuis le début de cet entretien, je vous manipule, puisque j'essaye de vous convaincre que tout ce que je fais est formidable. Je dois la vérité dire que je n'ai pas voté pour lui en 2007. Et 1 an plus tard, je me demande toujours pourquoi d'autres l'ont fait. Moi, j'ai voté pour elle. Et 1 an plus tard, je me demande toujours pourquoi je l'ai fait. Évidemment, je pourrais toujours dire que c'est pour les exceptionnelles qualités que je lui supposais dans la gestion des affaires publiques ou pour les remarquables vertus de son programme. Ce ne serait pas crédible. Chacun sent bien que la popularité de Ségolène Royal, elle est due à quelque chose de plus affectif, de moins rationnel, de plus mystérieux. Et pour lui, c'est pareil. Enfin, c'était pareil à l'époque déjà lointaine où il était encore populaire. Eh bien, c'est de ce mystère dont j'ai envie de vous parler ce soir. Le mystère de nos engouements, de nos enthousiasmes, de nos passions collectives. Comment celui ou celle que nous plébiscitons nous capture-t-il dans leur filet? Qu'est-ce qu'ils nous disent qui nous touche? Qu'est-ce que nous voyons en eux qui nous attire? Ou peut-être faut-il formuler les choses à l'envers. Qu'est-ce que nous ne voyons pas en eux? Dès le moment où vous voulez séduire l'autre, pour ça que j'évoque beaucoup l'amour dans ce spectacle, dès le moment où vous voulez séduire l'autre, évidemment que vous faites en sorte de vous présenter sous le meilleur jour, de dire ce qu'il faut pour que les regards soient braqués sur vous. Tout est manipulation, y compris l'enseignement. Quand je parle à mes étudiants, bien évidemment que je fais en sorte, par un certain nombre de moyens faciles ou compliqués, de les séduire. La question, c'est que certaines manipulations sont vraiment dangereuses, et j'évoque dans ce spectacle des manipulations autrement moins drôles, comme celle de Hitler ou de Pétain, d'autres finalement assez désagréables, comme celle de TF1, mais dans un monde de manipulation, autant en connaître le mode d'emploi, et c'est ce que je me propose dans ce spectacle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Goebbels, un tout petit bonhomme, maladif, maigrichon, et qui avait été chassé de l'armée parce qu'il avait un pied beau. Et Goebbels, la jambe meurtrie, enchâssée dans un support métallique, montait à la tribune pour vanter la politique nazie d'extermination des handicapés, alors que lui-même était un handicapé. Là encore, on peut se demander par quoi les Allemands étaient aveuglés. Est-ce que finalement c'est possible de ne pas se faire manipuler dans ce monde cruel? C'est bien toute la question, puisque alors même que je dis aux spectateurs, nous sommes dans un spectacle sur la manipulation, je manipule les spectateurs. À 2-3 reprises, je m'amuse justement à montrer comment, bien qu'on soit sur ses gardes, on se fait avoir. Et je raconte d'ailleurs que moi-même, qui fais le malin, j'ai été tout ce qui a de plus roulé dans la farine à un moment donné, parce que les manipulateurs réussissent souvent à voir par quel biais ils peuvent vous attraper, alors que j'étais en train de me concentrer sur les différentes, le mode d'emploi même de la manipulation. Ce type, je ne vais pas vous raconter comment, a réussi à m'avoir. Donc je crois effectivement que c'est très difficile d'éviter la manipulation. Le secret, peut-être pour s'en sortir un peu mieux, c'est sans doute plus souvent de dire non que de dire oui. Si on part de ce principe finalement que ceux qui veulent vous aider, que ceux qui sont le plus souriants, que ceux qui veulent votre bien sont en général les pires, peut-être que vous en sortez un petit peu mieux. Méfiez-vous de ceux qui ont le cœur sur la main. Je suis très Hitchcockien. Vous savez, dans les films d'Hitchcock, les salauds, c'est toujours dans les sociétés de bienfaisance qu'on les trouve. Hein. Le nazi est infiltré aux États-Unis, il dirige en général l'Association pour la paix. C'est quelque chose de très juste, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ne cessent pas de dire qu'ils veulent votre bien. Vos parents veulent votre bien, vos enseignants veulent votre bien, vos hommes politiques veulent votre bien. Moi, je crois que je suis devenu lacanien, du nom du grand psychanalyste Jacques Lacan, le jour où je l'ai entendu dire une fois à une conférence « Je n'ai pas de bonnes intentions ». Je trouve ça formidable de voir un type qui, justement, ne jouait pas sur le registre des bonnes intentions. Donc, méfiez-vous de ceux qui ont de bonnes intentions. Et aussi bizarre que ça puisse vous paraître, le psychanalyste, lui, avec son patient, n'a pas de bonnes intentions. Il n'en a pas de mauvaises. Mais il ne pense pas qu'il sait ce qu'est le bien de son patient et qu'il va y arriver. C'est très particulier, justement, la position du psychanalyste qui ne veut pas le bien de l'autre parce qu'en voulant le bien de l'autre, souvent, vous l'amenez finalement sur votre terrain. Bon, je dis que je vous donne des conseils.
vous n'en avez pas besoin. Tous autant que vous êtes ici, vous n'arrêtez pas de manipuler votre monde. Ceux d'entre vous qui ont des animaux domestiques, par exemple, pas forcément des poules, n'arrêtent pas de les tromper. Vous voulez partir vous promener tranquillement, sans votre chien. Vous l'appelez, vous prenez sa balle. Elle est où la baballe? Elle est où? Vous vous approchez du garage, allez, va chercher, et hop, vous l'enfermez dans le garage. Jamais votre chien n'aurait imaginé que vous puissiez le tromper. Pour votre chien, vous êtes le sujet supposé savoir, celui ou celle qui ouvre les boîtes de croquettes à main nue. Jamais votre chien n'aurait imaginé que vous soyez aussi dégueulasse. Et avec vos enfants, mais avec vos enfants, vous n'arrêtez pas de les tromper, parce que vos enfants, surtout quand ils sont petits, sont comme votre chien, ils n'imaginent pas que vous puissiez leur mentir. Et vous n'arrêtez pas. Vous leur dites que vous avez des yeux derrière la tête, que même si vous n'êtes pas à la maison et qu'ils font des bêtises, vous le saurez. Mon petit doigt m'a dit, et autres balivernes. Est-ce que le public finalement est guéri en sortant de votre spectacle? Je ne pense pas qu'il soit guéri. Guérison est un terme qu'on utilise peu d'ailleurs chez les psychanalystes. Je pense qu'il est lui-même un peu surpris finalement de ce qu'il a pu connaître dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle et qu'il se dit « je vais faire un peu plus attention ». S'il suffisait de se dire « je vais faire un peu plus attention », pour ne pas tomber en quelque sorte sous les crocs de l'autre, ça c'est formidable. Moi je ne donne pas vraiment de conseils, j'explique comment ça fonctionne et à chacun ensuite d'en tirer le meilleur profit. Alors ce qui est formidable, c'est quand je me moque, comme je le fais à l'occasion de tous ces charlatans que sont les voyants, les astrologues et autres manipulateurs, il y a toujours quelqu'un qui vient me voir pour me dire « Monsieur Miller, moi j'ai été voir un jour une voyante et elle m'a prédit quelque chose qui est vraiment arrivé. Par exemple, elle m'a prédit que dans l'année j'aurais une maladie grave, et 2 mois plus tard, j'avais un ulcère. Si j'étais cruel, je lui dirais, pour aller voir un voyant, il faut être très stressé, donc c'est normal que vous ayez eu un ulcère. Mais sans même être cruel, comment ne pas lui faire remarquer que sur les centaines de prédictions, les milliers de prédictions, il est tout à fait normal, logique, qu'il y en ait quelques-unes qui tombent au bon endroit, exact. J'ai l'impression que votre métier de psychanalyste déborde sur votre spectacle ou l'inverse. Est-ce que vous arrivez... Écoutez, j'ai toujours mis un point d'honneur à ne pas jouer au psychanalyste. Vous savez, la télévision, j'en ai fait et j'en fais encore beaucoup. Souvent, on m'a demandé de venir dans des émissions type Psycho ou des émissions où des gens racontent leurs souffrances. Jamais j'ai voulu faire ça parce que être psychanalyste, c'est vraiment dans le cadre d'un cabinet privé et qu'on ne peut pas s'amuser comme ça à prendre cet air. Oui, d'accord, vous êtes en train de sucer votre pouce. Bon. Donc, je ne joue pas au psychanalyste à l'extérieur et certainement pas sur scène. Maintenant, évidemment que j'ai ce qu'on pourrait appeler un regard freudien qui m'aide sans doute à décrypter la vie politique, la vie sociale, la vie amoureuse. Donc ça m'aide, mais surtout pas de psychanalyse sur scène. C'est pour ça que ça me convient bien d'être dans le registre de l'humour, parce que là au moins on voit bien que je ne suis pas dans le registre autrement plus sérieux de la psychanalyse. Il y a une expérience que j'aime bien, qui consiste à prendre une vingtaine de personnes et à faire 2 groupes de 10. Ces 2 groupes de 10, on les met chacun dans une pièce différente et on leur projette exactement les mêmes images, à savoir un petit film, la collision de 2 voitures, petit film filmé par une caméra de surveillance. Au premier groupe, juste après avoir vu ces images, on pose la question suivante. À quelle vitesse pensez-vous que ces 2 véhicules se sont heurtés? En général, les gens répondent entre 40 et 60 km/h. Au deuxième groupe, on pose presque la même question. On demande à quelle vitesse pensez-vous que ces 2 voitures se sont écrasées l'une contre l'autre. On a juste remplacé un verbe neutre, se heurter, par un verbe un peu plus fort, s'écraser. Et les gens qui ont vu exactement les mêmes images que dans le premier groupe répondent entre 80 et 100 km/h. Je pense que ce qui a changé, en tout cas depuis que je fais de la scène, comme beaucoup de gens qui viennent me voir m'ont vu essentiellement à la télévision, n'ont jamais lu mes livres ou n'ont jamais écouté mes cours ou mes conférences, ils m'ont vu à la télévision et évidemment je suis quand même très différent. Très différent parce que, surtout dans ce qui est devenu la télé ou la radio aujourd'hui, on est obligé d'être extrêmement bref, on est obligé de produire une petite vanne toutes les 10 secondes, on est coupé à la radio toutes les 3 minutes par une pub. Là, pendant 1h30, ils m'entendent parler et sans doute me voient-ils, je dirais comme je préfère qu'on me voie, à la fois comme j'espère quelqu'un d'amusant
et en même temps capable peut-être d'apprendre quelques petites choses à ceux qui me font confiance. Et pendant ce spectacle, on apprend effectivement une tonne de choses. Avec cette pointe d'humour, Gérard Miller a su captiver son auditoire. Mi-conférencier, mi-spectacle, mi-cours magistral, mi-one-man show, la soirée s'est terminée comme elle avait commencé, avec le public dans le hall de l'espace culturel. Quant à l'interview, elle s'est poursuivie autour de la bande de Ruquier, mais plus généralement et en arrière-plan sur une critique assez féroce de la télévision. Ça me dépayse, moi. Finalement, la bande de Ruquier, c'est formidable parce que je vais dans le 8e arrondissement à Europe 1 et j'ai l'impression que je vais dans un autre pays. Ruquier, qui est toujours mon grand copain, qui est même le parrain de ma dernière fille, Ruquier a le charme quand même d'agglutiner autour de lui des gens que je n'aurais jamais rencontrés de ma vie. Et ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois, je me dis, mais il ne va pas en trouver des pires. Eh bien si, il arrive. Il y a 10 ans, quand il a trouvé Stevie, que j'aime beaucoup maintenant, je me disais, mais c'est pas croyable, dans quelle vie est-ce que j'aurais imaginé rencontrer Stevie sortant du loft? Maintenant, avec Titoff, Eboué, Michalak, enfin, c'est des gens absolument improbables pour moi, simplement parce que on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on ne fonctionne pas de la même façon, eh ben on arrive à être copains, à travailler ensemble. J'ai l'impression comme ça que je suis un extraterrestre pour eux, ils sont des extraterrestres pour moi, et que tout ça fait une bande plutôt sympathique. Et puis vient le moment où il parle de ses camarades. Fabrice Eboué qui viendra à Romba le 21 janvier, Christophe Alévèque qui viendra également à l'espace culturel le 14 mai, Stevie, et revient également sur la polémique lancée par Christine Bravo, qui a eu récemment des mots ahurissants pour la ville de Metz. Je la cite, « À Metz, il n'y a que des PD, des sodomites et des militaires. » Il faut relativiser les choses, c'est-à-dire Christine Bravo considère, si vous voulez, que dès qu'on franchit à peu près le 6e arrondissement de Paris, on tombe en terre inconnue. Elle n'a pas besoin de faire l'émission du même nom. J'habite par exemple le 11e arrondissement. Elle considère qu'il faut prendre son passeport si elle vient me voir. Donc imaginez Metz, enfin elle appartient à ces Parisiens qui, à la fois avec ironie, puisque c'est une émission d'humour, évoquent la province comme en son temps on évoquait l'Afrique, mais en même temps c'est quand même ce qu'elle pense, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas vraiment la différence qu'il y a entre les Africains, les Australiens et les habitants de Metz. Elle a l'impression que tout ça est très lointain. C'est pas très méchant, ça témoigne certainement d'une limitation intellectuelle. Je suppose que ce n'est pas la première fois que vous la remarquez chez elle, donc ce n'est pas très grave. À l'évêque, j'ai vu son dernier spectacle, que je trouve formidable. Il renoue quand même avec une tradition qui, moi, me manque, qui est la tradition quand même de l'humoriste engagé, de l'humoriste politique, de l'humoriste qui considère qu'il n'est pas simplement là pour faire des vannes sur les hémorroïdes. Je dis les hémorroïdes parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans la bande de Ruquier, c'est un sujet de prédilection depuis quelque temps. Bon. Donc Alévèque est un vrai humoriste à la Bedos. Eboué a un talent incontestable. En même temps, si vous me demandez qu'est-ce qu'il pense de quoi que ce soit, alors que je le connais depuis plusieurs années, je ne le sais pas. Mais sur rien, sur aucun sujet, je ne l'ai entendu jamais dire quelque chose, je dirais, d'authentique, parce que voilà, sa passion pour les serial killers ou pour cet humour noir est évidemment, dans le privé, c'est un garçon évidemment sympathique, c'est pas ça la question, mais en même temps, il fait partie d'une génération d'humoristes qui met un point d'honneur à ne s'engager sur rien, à considérer que toute forme d'engagement est ridicule ou dépassée. Et donc, c'est deux humours très différents. Dans les deux cas, on s'amuse. Moi, je dois avouer que j'ai une petite préférence, évidemment, pour l'humour qui permet quand même de faire en même temps un tout petit peu réfléchir. Cela dit, il y a chez Eboué une capacité, comme chez Baffy, c'est pas pour rien que tous les deux étaient des snipers à la télévision, une capacité comme ça de sortir des vannes à la vitesse grand V, qui est tout à fait réussie. En même temps, je dois dire que les humoristes aujourd'hui, les plus jeunes humoristes, enfin plus jeunes ou moins jeunes, parce que Gad Elmaleh ou d'autres sont quand même des humoristes aussi du désengagement. Enfin, ils sont capables de faire un sketch sur une voiture, sur une valise qui tourne dans un aéroport, c'est bien, ou sur McDonald's, mais enfin bon, moi, j'aspire peut-être à ce que les humoristes me fassent rire d'autre chose. J'aimerais bien peut-être être de droite, mais chaque fois que j'ai essayé de l'être, je n'y arrive pas. J'ai des amis de droite, je crois, oui, j'en ai quelques-uns. Stevie. Mais oui, Stevie, par exemple, c'est des copains. Je parlais de grands amis. Stevie, je l'aime beaucoup parce que ce qui est formidable avec Stevie, c'est qu'il faut quand même que
vos spectateurs le sachent, ce qui est formidable avec Stevie, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux nouveaux arrivants de la bande de Ruquier, c'est un des plus cultivés. Lui qui m'a semblé, quand il est arrivé, j'avais l'impression que c'était le summum de l'inculture, mais depuis, il s'est mis à lire, il s'intéresse, il va voir des expositions, etc. Alors qu'au contraire, toute cette nouvelle génération de copains de Ruquier, ils ne s'intéressent à rien. C'est fascinant. Je ne sais pas, quand Titeuf, le dernier livre qu'il a dû lire, c'était, je ne sais pas, Oui, en vacances. Non, mais c'est très amusant pour moi, qui suis quand même prof, donc qui ne cesse pas de conseiller à mes étudiants des lectures, etc. Enfin, des lectures, de les encourager à aller en bibliothèque, etc. C'est très amusant de voir que finalement, on peut faire des très belles carrières, comme celle de Titeuf ou d'Eboué, en n'allant jamais voir une exposition, jamais une pièce de théâtre, jamais lire un livre. Enfin, il ne faut pas le dire aux plus jeunes, mais je ne pensais pas qu'on pouvait à ce point... vous imaginez que je trouve aujourd'hui Stevie cultivé. C'est quand même à se taper la tête contre les murs. Mais vous n'êtes pas tendre avec vos potes, en fait, de la bande de Ruquier. Bah non, pas trop, quand même. Oui, mais c'est vrai. Non, mais ça, c'est souvent les gens... Parce que dans les émissions de Ruquier, on se tacle beaucoup, on se tape beaucoup. Alors, dessus, alors on dit, alors est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'en dehors, vous aimez bien et tout? Évidemment qu'on s'entend très bien. Mais en même temps, je pense que personne n'est dupe sur personne. Et que c'est comme ça que Ruquier a constitué sa bande depuis quelque temps, en faisant en sorte qu'il y ait des conflits. Alors certains sont parfois réels, mais dans l'ensemble, je crois que les gens ne s'en veulent pas trop. Mais non, ce que je vous dis sur mes petits camarades, c'est parce que je pense que le génie de Ruquier, c'est justement d'avoir pu, au cours d'autant d'années, agglomérer des gens qui sont aussi différents les uns des autres. C'est-à-dire que ça va bien. Il y a un moment quand même où il ne faut pas être dupe de ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi j'aime cette bande, je m'y amuse, je trouve que parfois on peut y dire des choses intéressantes, mais en même temps c'est quand même une bande qui est au service de ce qu'il y a de plus léger dans la communication. Donc, et je crois que il y a une grande évolution. Quand on était à France Inter, pour les plus âgés de vos spectateurs s'en souviennent, 15 ans que je suis avec Ruquier, c'est la 16e année. L'humour à l'époque, ou même les discussions qu'on avait dans la bande, étaient d'un autre niveau. C'était une époque où les chroniqueurs, parmi eux, il n'y avait pas seulement Claude Sarraute, qui est une des plus anciennes comme moi, il y avait Jean-Claude Carrière, il y avait Reims, il y avait... donc je veux dire, Ruquier s'était entouré d'humoristes, mais il avait un peu mis de côté sa première bande de Rien à cirer pour faire venir des gens comme moi, c'est-à-dire plutôt intello. Et puis c'était le mélange des intellos avec des humoristes. Et puis au fur et à mesure que la pression quand même des chaînes, la pression des radios commerciales s'est fait plus forte, il faut bien dire que les intellos sont aujourd'hui des hommes de Cro-Magnon, enfin, et qu'il a plutôt été tiré ça du côté de la vanne, du côté de l'humour, ce qui ne me choque en rien. Je pense que c'est la logique. Et lui-même, on le voit bien dans le samedi soir dans son émission, est quand même très différent. Et lui-même est quelqu'un qui s'intéresse alors pour le coup à tout, qui regarde des bandes films, qui lit et tout. Mais la pression médiatique, c'est aussi pour ça que je suis monté sur scène, parce que la pression médiatique à la télé et à la radio fait que vous devenez quand même de plus en plus con. Enfin, quand les gens parfois me rencontrent, disent « Ah bon, vous faites autre chose que de la télé ?» Enfin, c'est pas que je fais autre chose que de la télé, c'est que je ne fais pratiquement... c'est que la télé me prend une minuscule partie de mon temps, et la radio aussi, sinon vous devenez débile. Enfin, on dit souvent que la télé rend con les spectateurs, mais je peux vous assurer qu'elle rend surtout con ceux qui la font, et je ne m'en accepte pas. Et donc, heureusement que j'ai ces autres activités que sont l'enseignement, la psychanalyse ou la scène, parce que je vais vous dire une chose sur le théâtre, c'est que, enfin, je connais beaucoup de comédiens, je connais beaucoup d'acteurs, le milieu du cinéma ou le milieu du théâtre qu'on critique souvent, mais c'est d'un niveau 100 fois supérieur au milieu de la télévision. La télévision, c'est le milieu le plus bête que je connaisse, franchement. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu une discussion, ça fait 15 ou 20 ans que je suis à la télévision et à la radio, je n'ai jamais eu une discussion intéressante. Je ne parle pas des documentaires ou, disons, quand on passe évidemment une émission culturelle à la télévision. Je parle de la télévision dans le flux. Jamais j'ai eu une discussion intéressante avec des gens qui s'occupent du flux. Jamais. J'ai travaillé des années avec Catherine Barba, qui est une des meilleures productrices de la télévision. Je n'ai jamais parlé sur la télévision de quelque chose d'intéressant. Parce que vous commencez à engager une discussion, puis le lendemain, on vous dira « mais l'audimat n'a pas été bon », et tout ce que vous avez dit la veille, plus personne s'y intéressera et on passera à autre chose. Donc c'est un média profondément abétissant, et donc heureusement qu'il y a d'autres choses. Et quand,
Aujourd'hui, les humoristes, finalement, sont façonnés par la télé ou par les exigences de la télé. C'est vrai que c'est pas drôle. La dernière question, je vous l'ai déjà posée, donc est-ce que vous m'avez manipulé dans cette interview? Je vous ai manipulé, et une chose quand même que le spectateur ne sait pas, c'est que la personne qui nous filme est une femme, à moins que vos spectateurs connaissent toutes vos équipes, qu'elle est d'une très très grande beauté, et qu'évidemment, je n'ai pas cessé de vous regarder, parce que c'est un peu la loi de la télévision, il faut regarder l'intervieweur, mais mon cerveau reptilien n'a pas cessé de penser que j'étais filmé par cette très jolie femme. Donc vous voyez, je vous ai manipulé, mais j'espère que je l'ai un peu plus manipulé, elle, vous voyez. Je ne sais pas, il faudrait lui demander. Alors justement, on laisse généralement le mot de la fin à l'artiste de passage ici. C'est un mot pour nos téléspectateurs de Rumba Télévision. Vous leur dites ce que vous voulez, c'est un message, ce que vous voulez. Les yeux dans la caméra, ça c'est génial, c'est le moment où je peux enfin regarder la caméra woman. Ben, écoutez, moi je vais vous dire une chose très simple, c'est que je ne sais pas pourquoi, et sans démagogie, j'adore cette région. Je trouve, pas spécialement la région de Rumba, que je ne connais pas dans le détail, mais la région de Metz, Thionville, Nancy, je trouve que l'Est de la France, par son histoire notamment, par le rapport qu'elle a eu à la classe ouvrière sans doute, mais pas seulement, parce que ce qui reste aussi comme vestige d'un certain nombre de grands monuments, de notre passé culturel, je trouve que cette région est une des régions les plus mal jugées, les plus sous-estimées. Je viens ici en temps de neige, donc j'aurai peu le temps d'aller me balader dans la campagne et dans la région, mais je serais, moi, vraiment pour un tourisme de l'Est. Et je souhaite à tout le monde alors un excellent Noël et une très bonne année, parce que si je ne le fais pas, on dira « Et alors, il a oublié ?» Je vais vous faire le seul dessin que je suis capable de faire. Je ne sais pas dessiner, c'est de mes grandes lacunes, et le seul dessin que je trouve pas mal, c'est le dessin d'un personnage qui court, et souvent, quand il court, ce personnage, il y a une sorte de ravin, comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, c'est le seul dessin où je me dis que peut-être est-ce moi qui cours, et peut-être effectivement, comme tout un chacun, je cours vers ma perte, car l'échéance n'est pas forcément drôle, mais voilà. Et je vais le signer, comme ça fera artiste. Et on est aujourd'hui le 18 décembre 2010. Et c'est Laure, votre prénom? C'est ça. Alors, je le mets entre parenthèses pour ne pas vous gêner dans votre vie familiale et dans la mienne en plus. Parce que vous, comme moi, nous avons une vie familiale qui ne nous permet pas les écarts. Voilà. Merci bien. Merci. Merci.